Il y a un coup de projecteur sur les élections municipales. M'inscrire à l'EPMN m'a permis d'avoir des outils. L'entente s'apprend. La qualité relationnelle s'apprend. Il y a une seule priorité aujourd'hui, c'est la vie citoyenne. La formation à la qualité relationnelle est extrêmement urgente. Le maire, c'est l'élu local de proximité, c'est celui qui a porté l'engueulade. Quoi de mieux que le pouvoir local? La vie n'offre qu'un seul mandat à chaque titulaire de bulletin de naissance. L'urgence, c'est de s'entendre. Bonsoir à tous, il est 18h. Avec nous ce soir, nous avons Madame Myriam Rimbaud-Fougère, maire de Ambert, conseillère régionale, médiateur professionnel. Madame Aïcha Sangaré, directrice générale de l'EPMN et médiateur professionnel. Monsieur Jean-Louis Lascou, fondateur de la profession de médiateur. Nos invités, Madame Patricia Palma, cadre de l'administration dans le département 06. Madame Tiffaine Guézé, consultante en organisation humaine, élue sur la commune de Barzac, département 33, ex-collaboratrice d'élu, Monsieur Rudy Kazi, conseiller municipal dans le département 91, et Monsieur Éric Couture, maire adjoint à Perreux-sur-Marne dans le 94, en formation à l'EPMN. Merci à tous d'être présents. Et ma première question pour Madame le maire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est une vaste question. En tout cas, je crois déjà qu'il faut prendre en compte, c'est un des premiers éléments que je dirais, prendre en compte la réalité du moment. C'est-à-dire ancrer son action dans le contexte sociétal. Il me semble important que si l'on se base notamment sur l'actualité du moment, on parle beaucoup, il y a un coup de projecteur sur les élections municipales. Le deuxième tour a lieu dimanche prochain. Le premier tour et des élus ont été donc en charge depuis le 18 mai, sont installés. Et donc, il y a un coup de projecteur sur les élections municipales et sur les candidats et les citoyens. Et pour parler brièvement de mon expérience, je suis maire, je l'ai basée, moi, sur l'engagement de confiance. Qu'il me semble que c'est important de mettre un cadre avec son équipe pour aller ensemble jusqu'au bout du mandat, jusqu'aux 6 ans. Un peu plus, cette fois-ci, on a fait un petit peu de rab. Et ce cadre étant posé, il y a des axes sur lesquels il faut que l'on soit d'accord, que l'on s'entende. D'abord, réfléchir ensemble à un projet, le réaliser, c'est-à-dire agir ensemble, et enfin être dans la confiance. Je crois que c'est le postulat de départ. C'est cette confiance avec son équipe. Alors, je tiens à le dire, je suis satisfaite que mon équipe est restée jusqu'au bout autour de moi en tant que maire. Au fur et à mesure que le mandat se déroule, j'ai dû faire face à des situations qui ont pu être délicates, voire un peu pénibles. Le maire, c'est l'élu local de proximité, c'est celui qui a porté l'engueulade. C'est facile, il est à côté. Donc, on va pouvoir lui dire ce qui ne va pas. On fait face parfois à des conflits entre agents. On peut faire face aussi à 2 voisins qui se disputent. Et j'ai pris donc conscience que ce n'est pas en prenant parti l'un pour l'autre qu'on allait résoudre la situation. En fait, souvent, le mois suivant, je les avais de nouveau dans mon bureau parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé de solution, ils n'étaient toujours pas d'accord. Et donc, l'enjeu, et c'est là où il est important, et ça donne du sens à notre mandat, c'est comment sortir de la gestion du conflit pour aller vers la résolution. L'intuition, c'est vrai, on l'utilise, on a tous... Voilà, on a tous le sens et je crois que chacun d'entre nous a pu l'expérimenter. Mais on a aussi besoin d'outils. C'est pour ça que je me suis formée en fait à la médiation professionnelle
D'ailleurs, je dois remercier une médiateure professionnelle, Christine. Je ne sais pas si tu m'écoutes, mais c'est grâce à toi que j'ai découvert la médiation professionnelle. Et cela m'a permis de clarifier, en fait, d'être plus au clair sur ma façon de penser, sur ma façon d'agir et sur ma façon de ressentir. Cela a ouvert d'autres possibles aussi par rapport dans mes relations, d'abord par rapport à moi-même, parce que le premier interlocuteur, chère Isabelle, c'est d'abord soi-même. Chers tous, c'est soi-même. On se parle beaucoup, les petites voix que l'on entend, c'est d'abord soi-même. Donc, d'être au clair avec soi-même et puis aussi d'être au clair par rapport aux autres. Et c'est pour ça que j'ai pu avoir, des éléments sur ce que c'était que la qualité relationnelle au sein de la collectivité, l'équipe, les agents, les élus, mais aussi au sein de la commune, de ma collectivité, c'est-à-dire les citoyens. Et puis, il y a un autre élément qui me semble important quand on est maire, quand on est élu local, par rapport au sens que l'on donne à son mandat, c'est par rapport à la prise de décision. Vous savez, quand on est maire, moi, j'en prends parfois 20, 50 par jour des décisions. Alors, elles ne sont pas toutes réfléchies, consultées, elles sont parfois éclairs, mais je prends des décisions et il faut aussi avoir un processus par rapport à la décision. Et ça aussi, c'est une aide, cette aide à la prise de décision en faisant un bilan de la situation, en faisant également l'inventaire de ce dont on a besoin et également en étant à même de, clarifier le projet, en fait. Oui, exactement, son projet. En fait, c'est utile aussi dans la façon d'être élu, d'être un maire auprès de ses citoyens. Et avec des maladresses, évidemment, de l'ignorance, on ne sait pas toujours le faire, c'est pour ça que des fois on a l'intuition, et c'est surtout impliquer les citoyens. Je crois que, et c'est ce sur quoi je voudrais revenir, on le néglige parfois parce qu'on a souvent la tête dans le guidon, on a plein de choses à faire, un maire il a de multiples fonctions, et on néglige justement la consultation des citoyens. Et ça, pour l'avoir vu et observé, justement, on ne le lit pas beaucoup dans les programmes des campagnes électorales actuelles, sur justement comment allons-nous nous entendre durant ce mandat ou au sein de la collectivité. Donc, il est important d'intégrer l'ingénierie relationnelle. C'est vraiment permettre à chacun d'accéder à cette entente. Je crois que c'est ça. Alors, c'est pas facile d'être maire. Il y a des super moments aussi, puisque c'est vraiment une belle aventure humaine. C'est ce que j'ai envie de dire pour témoigner. Moi, j'ai décidé de ne pas me représenter parce que j'ai décidé d'accompagner les élus et les citoyens dans cette démarche, dans ce processus d'entente. Je crois que c'est ça le sens du mandat. On sait tous réaliser des projets, on sait tous aller chercher des subventions, on acquiert de la technicité, en tout cas pour la gestion, je parle de gestion, le management, mais ce que l'on oublie parfois et souvent, en tout cas j'ai été parfois maladroite là-dessus, c'est qu'il y a l'humain et cette relation humaine. Le cœur du sens d'un mandat, c'est ne pas négliger la relation humaine. Voilà ce que je veux dire. C'est vraiment, pour moi, une nouvelle façon de faire de la politique. Je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de mandat. Merci. Et je voulais poser maintenant la question à Jean-Louis Lascou. Merci tout d'abord de ce partage, parce que c'est important qu'un élu puisse s'exprimer sur ce qui s'est passé, la manière dont il l'a vécu, et puis aussi le fait de ne pas faire profession d'un mandat politique. Et je trouve que c'est une posture intéressante.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'en fait, il ne s'agit pas d'une profession, il s'agit d'un rôle sociétal. Et c'est une manière de faire de la politique. Hein. Des sociologues se sont intéressés à la question de savoir si en fait c'était une profession à part entière ou si c'était juste un rôle ponctuel. La réponse, elle n'est pas facile parce qu'il y en a des personnes qui se sont complètement investies d'une mission sociétale et puis d'autres qui se disent je vais intervenir juste pour accompagner pendant un certain temps la vie sociale. Donc, je vous remercie en tout cas tous de venir à ce nouvel événement de la profession de médiateur. On a fait déjà plusieurs webinaires sur la qualité relationnelle, sur la médiation judiciaire, les différentes formes de médiation qui nous préoccupent. Et là aussi, il y a une vraie préoccupation sociétale de savoir comment les élus peuvent agir différemment que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut être un acteur politique comme on l'était au Moyen-Âge, hein, ou comme on l'était il y a 2500 ans? Ça se réfléchit. Évidemment que c'est une vraie préoccupation de savoir comment les élus peuvent agir, comme Myriam le rappelait, et c'est aussi la représentation de ce que peut être l'urgence. Donc, ce que je vous propose aussi, c'est de réfléchir un instant sur la partie éthique de cette dimension. C'est une question qui est vraiment très ancienne. On retrouve cette question dans la République de Platon. Beaucoup ont lu l'allégorie de la caverne, mais on le voit dans la formation de médiateur. L'allégorie de la caverne, ce n'est pas une allégorie pour parler de la spiritualité, comme souvent il en est question. L'enjeu, c'est la vie politique, en fait. C'est de savoir comment le politicien peut intervenir dans la vie sociétale. Et ça, c'est le livre 7 de la République de Platon. Hein. C'est une première réflexion dans le genre. Je ne sais pas s'il en existait d'autres. Cette allégorie, elle est issue de l'école pythagoricienne, qui était vraiment une école très impliquée dans la vie politique, puisqu'il formait ce qu'on appelait les politiciens. Donc, c'était vraiment une première dans la démarche de savoir comment le politicien pouvait interagir avec des personnes qui n'avaient pas forcément réfléchi à savoir comment ça se passait la vie en société. Donc, l'objectif de cette réflexion historique, c'était de savoir comment bien vivre ensemble. Quand on parle de l'élu, c'est un représentant politique, mais ce n'était pas forcément un élu. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit un élu pour que ce soit un représentant politique? On le voit, il y a des représentants politiques aujourd'hui qui ne sont pas du tout élus. Le Premier ministre n'est pas élu, par exemple. Et puis les ministres ne sont pas élus, même s'ils vont chercher quelques mandats ici et là, ils ne sont pas élus pour être Premier ministre, ils ne sont pas élus pour être ministre ici ou là. Il faudrait peut-être y réfléchir, hein, c'est peut-être une autre manière de voir les choses. Mais pour ce qui est des élections, eh bien, il y a toujours eu cette recherche de la définition de ce qu'est un représentant politique. On le voit, comment il doit se comporter, ce qu'il doit faire, ce qu'il peut être. Alors on voit par exemple dans Le Prince de Machiavel, dans Le Bréviaire de Mazarin, si vous voulez des ressources, hein, je vous recommande par exemple Le Bréviaire de Mazarin, vous verrez qu'il y a quelques éléments qui sont intéressants pour savoir comment on se comporte dans la vie politique. Mais il y en a un autre aussi qui vaut son pesant de cacahuètes, comme j'aime bien dire, c'est L'homme de cour de Balthazar Gracian. Vous pourrez voir que l'homme de cour, eh bien, il est très présent aujourd'hui encore. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu Le Bréviaire de Mazarin et L'homme de cour et qui font de la politique aujourd'hui. Donc, les questions, en fait, n'ont pas changé depuis longtemps, même si aujourd'hui, je dirais que ce qui est particulier, c'est la dimension économique dans la vie dans notre société, dans la vie sociale. On n'aborde plus les choses de la même manière. On parle d'économie, on parle de marketing. On est toujours dans une modélisation où il y a quelque chose, un principe souverain qui domine. Et le principe souverain, ce n'est pas celui de la personne. C'est toujours un autre enjeu. Je dirais qu'avant, l'enjeu, c'était une dimension de spiritualité. Il y avait Dieu, il y avait des priorités divines. Et aujourd'hui, il y a d'autres priorités, mais ce n'est pas l'humain. Et c'est la crise économique. L'élu est quelqu'un qui doit être un gestionnaire. On dit, mais voilà, l'élu local, il doit avoir des compétences marketing, ça doit être un spécialiste, ça doit être un bon gestionnaire. Pour moi, un élu, et je dis bien pour moi, parce que
ça restera jamais qu'un propos personnel. Eh bien, c'est un animateur, c'est quelqu'un qui concerte, c'est quelqu'un qui va promouvoir le dialogue. Et en permanence, quoi qu'il arrive, c'est un garant du dialogue. Il ne peut pas être aujourd'hui, au XXIe siècle, quelqu'un qui fonctionne comme au temps du Moyen-Âge, comme un seigneur, et qui va imposer une police, qui va imposer un ordre public aux dépens de la vie, de l'intégrité de citoyens. Et je pense que là, il y a eu une grosse confusion d'époque. Il y a un anachronisme. Au XXIe siècle, il y a une place pour des gens qui réfléchissent à savoir comment on va mieux vivre ensemble. C'est des gens qui vont avoir comme priorité la qualité de la vie, la qualité des relations humaines, qui vont se tourner vers l'autre et pour s'assurer en permanence du bien vivre ensemble. Parce qu'il y a quand même une chose qui est essentielle dans ce vivre ensemble, c'est de savoir comment on vit notre vie. Et ce bien vivre, il est un droit pour tout le monde. Les élus, ils doivent être des garants de la devise, qui est une devise, un héritage absolument formidable, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Hein, c'est quand même pas rien d'avoir réussi à isoler tout le monde dans une communication numérique. Là où on est, c'est très pratique, mais c'est quand même assez étonnant d'avoir réussi à faire ça, alors qu'il y a des places de villages qui étaient désertées. Hein, je me dis, il y a quand même quelque chose qui est à réfléchir au sens du bien vivre ensemble, mais surtout de la communication ensemble. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut que les élus sachent faire. Et c'est certainement ce qui leur manque aujourd'hui, c'est de savoir-faire dans ce domaine-là. Les gens ne s'y retrouvent pas. C'est ça, en fait. Les gens ne se retrouvent pas dans la manière dont les élus se comportent. Et je crois que les élus doivent être très attentifs à ne pas être ces personnes qu'on n'attend pas. Être élu, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une profession, c'est un rôle, c'est une responsabilité. Hein. C'est que le politicien est à la vie en société ce que l'ingrédient et le lien dans une recette. C'est un médiateur de décision. Et donc, nous sommes dans un changement de paradigme sociétal. Et c'est surtout cela qui apparaît de nos jours. La crise politico-sanitaire qu'on a vécue et qu'on a subie, par les décisions qui ont été prises, en est une expression. Mais les rejets des formes d'autorité, les réactions violentes des représentants politiques en sont une autre démonstration du changement de paradigme. On ne dirige plus comme avant, on ne manage plus comme avant. Le sens de la vie n'est plus perçu de la même manière qu'avant. Il y a une seule priorité aujourd'hui, c'est la vie citoyenne. Parce que la vie n'offre qu'un seul mandat à chaque titulaire de bulletin de naissance. Et donc, le rôle des élus, c'est de nous garantir le fait qu'on va être bien ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je dis que cette instrumentation de la qualité relationnelle qu'on dispense à l'EPMN, elle est au service des élus. Merci Jean-Louis. Merci. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions sur le Q&R. Madame Aïcha Sangaré, bonsoir, merci. J'embraye en même temps sur les propos de Jean-Louis parce que, bien entendu, sa présentation a montré qu'il y a dorénavant de nouveaux acteurs, en fait. Et ces nouveaux acteurs, ce sont des médiateurs professionnels. Le PMN en est la cheville ouvrière de ce projet. L'objectif était de remettre l'humain au cœur du système. Donc, ce n'est pas un sujet récent pour nous, en tout cas pour nos organisations. Nous interagissons avec tous les secteurs d'activité, toutes les professions se forment à la médiation professionnelle, mais la citoyenneté devenait le sujet fondamental parce que derrière chaque citoyen, il y a des salariés, il y a des parents, nous sommes tous des acteurs de la société et nous nous sommes rendus compte, nous avons fait de la recherche au travers de notre centre de recherche. Et il se trouve que nous avons développé, à partir de l'ouvrage de Jean-Louis Lascou, qui a été édité en 1999, nous avons développé des outils très efficaces qui concernent la qualité relationnelle. Donc, vous comprendrez tout de suite, parce qu'effectivement, le mot médiation aujourd'hui est très à la mode en France, mais beaucoup ailleurs. La médiation professionnelle est spécifique. Elle outille.
Elle outille sur tout ce qui concerne les interactions relationnelles. Elle permet d'acquérir les fondamentaux que nous n'avons absolument pas appris à l'école, mais vraiment, c'est très clair, c'est un constat. Quelles que soient les compétences que nous pouvons avoir, quels que soient les titres ou les diplômes que nous pouvons avoir, aujourd'hui, il est fondamental d'apprendre les mécanismes relationnels. L'entente s'apprend, la qualité relationnelle s'apprend. Et le rôle des élus sera aujourd'hui d'acquérir ces compétences pour savoir animer un dialogue social constructif, fonctionner en mode projet. Nous formons au certificat d'aptitude à la profession de médiateur, nous formons sur un certain nombre d'outils qui interagissent sur la qualité relationnelle, la formation des stratégies interaction en relation qui permettent de diversifier son langage. Nous sommes tous différents. Nous avons une manière différente de nous exprimer, de traiter l'information. Le maître mot de tout ça, c'est l'altérité, l'acceptation de la différence. Donc, vous voyez, on tourne autour de tous ces sujets. Donc, je vous propose aux autres acteurs, effectivement, d'apporter votre vision de la chose. Merci Aïcha. Madame Tiffaine Guézet, bonsoir. On a parlé ensemble des dispositifs qui sont mis en place dans les démocraties participatives. Je voulais avoir votre point de vue aussi à ce sujet-là. Alors en fait, pour revenir déjà bonjour à tous, et je voudrais particulièrement remercier Charline de m'avoir sensibilisée à la médiation professionnelle. Tout ce qui vient d'être dit résonne fortement par rapport à l'expérience que j'ai, soit comme consultante, et alors j'aime pas du tout ce terme-là en plus, donc je trouve qu'il faut trouver de toute urgence un nouveau mot pour définir les personnes qui accompagnent les gens dans les organisations. Et aussi sur mon mandat d'élu, et qui résonne aussi sur mon expérience de collaboratrice d'élu, où j'ai accompagné pendant 4 ans 4 élus sur leur mandat. Je trouve que la formation à la qualité relationnelle est extrêmement urgente, aussi bien pour les détails de la vie quotidienne et de l'animation d'une réunion que d'un échange simplement informel avec le citoyen qu'entre élus, qu'avec des services, que de manière plus importante sur comment on pense un programme, quels sont les mots qu'on met en évidence, etc. Parce qu'en fait, quand on y pense, finalement, c'est tout qui est à repenser. C'est la matrice qui est à repenser, mais c'est déjà les mots. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup depuis que je suis rentrée dans cette formation. Ça donne déjà un éclairage très, très intéressant sur le positionnement de départ de comment est-ce qu'on doit réfléchir quand on est en posture de médiateur. Là, je démarre mon mandat d'élu, par exemple, donc je peux peut-être partager ma petite expérience de ces quelques mois. J'ai plusieurs sujets qui me posent question. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Lorsqu'on a fait la distribution des masques, là, il y a quelques mois, on a été interpellé par un citoyen qui nous a dit « Mais enfin, comment se fait-il que vous n'ayez pas téléphoné à ma petite voisine de 90 ans qui était seule ?» Il était vraiment très en colère, ce monsieur. Et du coup, j'étais un petit peu prise de court parce qu'il marmonnait un petit peu dans sa barbe. Mais je me suis dit, non, il ne faut pas laisser passer ça, il faut comprendre. Et puis j'ai dit, excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Et du coup, évidemment, on lui a dit qu'on allait transmettre l'information au CCAS et qu'on allait appeler cette dame. Mais je me suis un petit peu trouvée prise de court parce que j'avais aussi envie de lui expliquer, par rapport justement à ce paradigme de l'entente sociale partagée, comment est-ce qu'on peut sensibiliser un citoyen au fait que peut-être que lui aussi, il aurait pu peut-être appeler la commune, appeler le CCAS et signaler cette information. Qu'on n'était pas, nous, avec des radars, des lunettes à la MacGyver pour aller voir dans toutes les maisons ce qu'il se passe, et qu'on avait fait notre possible à notre niveau au CCAS pour appeler tous les gens dont on avait connaissance de leur situation un peu précaire. Et voilà, donc ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens avec qui on parle, tout simplement, sur le fait que ce soit quelque chose de partagé. Alors ça, c'est ma première question, comment on fait? Deuxième question, par rapport à ce que je vois, alors moi je trouve très bien, Myriam, que vous ne vous représentiez pas, parce que alors là je vais le dire, et je pense que c'est dans toutes les communes pareil. Comment fait-on pour travailler avec des élus qui ont 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, qui sont dans des connexions affectives, professionnelles, politiques avec d'autres gens et que ça fait des années que ça dure? Comment fait-on pour essayer d'attirer leur attention sur quelque chose d'un peu plus rationnel?
Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent des décisions au regard de leur expérience, qui sont fondées sur des expériences qui n'ont finalement rien à voir avec le sujet du projet. Donc, c'est la deuxième question. Comment fait-on pour prendre une place et peut-être donner un nouvel éclairage dans ce genre de contexte? Et puis, la troisième question, c'est comment est-ce qu'on peut, en tant qu'élu, amener le sujet de la qualité relationnelle sans vouloir être dans une sorte de donneur de leçons, voilà, juste dans une posture de sensibilisation, d'avoir envie de montrer qu'on peut faire autrement et que la qualité relationnelle est au cœur de notre travail au quotidien et que si ça ne va pas, parce que ça, moi, je le vois je le vois tous les jours dans mon travail, c'est-à-dire que des salariés, c'est pas tellement leur logiciel qui va leur poser problème, hein, c'est pas tellement le projet X ou Y, c'est souvent la relation avec le client, la relation avec le manager, la relation avec le collègue. Toutes ces questions-là correspondent à des besoins de questionnement chez beaucoup d'élus et tous ces aspects-là sont abordés en fait dans le cursus. Eh oui. Merci Madame Guézé. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne formation à l'EPMN. Madame Patricia Valma, et il vous est peut-être arrivé d'être en relation donc, avec des élus, deux élus qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Quel en est l'impact dans votre projet? Alors, en effet, bonjour déjà à tout le monde. Donc, en effet, dans ma pratique professionnelle de cadre territorial, cadre de l'administration territoriale d'État, d'avoir à mettre en relation des élus. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui a vraiment pour moi une résonance parce que je pense qu'il est utile de respecter chacun dans ses points de vue, chacun dans ses positionnements. Et du coup, quand je me suis retrouvée avec des élus qui étaient en conflit, un exemple d'un maire qui était de la ville-centre, qui n'était pas présidente d'une intercommunalité, et le président de l'intercommunalité qui n'acceptait pas un certain nombre de positions du maire de la ville-centre, même qui allait souvent à l'encontre. Chacun a une... Enfin, qu'est-ce qui explique la position de l'un et l'autre? Alors, ça peut prendre du temps. Alors, l'écoute, c'est peut-être pas facile tout le temps parce que des fois, on a envie que les choses avancent vite parce que dans un projet... je veux dire, quand vous êtes cadre territorial de l'État, vous avez quand même des fois des injonctions qui vous viennent d'en haut et il faut aller vite. Mais en même temps, le dialogue, il faut donner du temps pour le dialogue. Alors, c'est vrai, des fois, on ne nous le donne pas, ce temps. Alors, des fois, on le prend parce que c'est le gage d'une réussite. Et du coup, on essaye finalement de les mettre autour d'une table. Dans les politiques publiques qu'on met en œuvre dans les territoires, on doit tous converger. Et en plus, je me suis rendu compte que souvent, le problème, ce n'était pas le contenu, hein, puisque je pense que, par exemple, dans un territoire rural dans lequel j'ai exercé, tout le monde était d'accord pour l'attractivité du territoire. Tout le monde était d'accord pour avoir plus d'habitants. J'ai bien aimé ce qu'a dit Madame Fougère, c'est de repartir aussi sur des processus sur les process qui amènent finalement à atteindre le but fixé, l'objectif et ne pas le perdre. Cet objectif, qu'il faut prendre le temps de rentrer dans une relation de confiance avec les gens et leur faire comprendre qu'on partage cette même humanité, cette même volonté de bien faire. Parce que du coup, quand on est côté État ou élu, qu'on est à leur écoute et puis qu'on souhaite aller dans le même sens et on n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues. C'est un processus qui est compliqué, je l'avoue, et quelquefois, on peut avoir besoin de professionnels. Et on en a de plus en plus besoin parce que du coup, ces différentes lois mises en place
notamment dans l'organisation territoriale, amènent beaucoup plus de difficultés qu'elles n'en résolvent. Heureusement qu'il y a des lois, enfin, notamment la loi engagement et citoyenneté, amène un petit peu plus de lieux de dialogue entre les maires des intercommunalités et les présidents et les vice-présidents des intercommunalités. Mais bon, c'est un long cheminement. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ma prochaine question va à Monsieur Rudy Gazi. Bonsoir. Vous m'avez parlé du monde d'après et voilà, le lien avec les citoyens dans ce monde d'après. Tout d'abord, je veux remercier Aïcha Sangaré qui m'a permis de pouvoir témoigner ici avec vous. Je suis conseiller municipal à la mairie de Saint-Germain-les-Arpajon, donc dans le 91, l'Essonne, et je viens de l'associatif puisque j'étais vice-président et porte-parole d'une plateforme en fait qui traitait des réalités liées en fait à la jeunesse, mais aussi tout ce qui touchait à la condition de la femme et les personnes en situation de handicap. Donc, pour répondre à votre question, donc le lien entre la population et les élus dans le monde d'après me pousse en fait à partir en fait d'un constat postulant ou postulatoire au sujet donc on va dire des formes de gouvernance actuelles qui ont été bousculées et secouées par le Covid-19. Mais si on remonte un petit peu plus avant, je ne vais pas vous informer donc, du climat social en France, qui n'est que le fait, je dirais, de décisions ou même d'un mode de gouvernance qui s'est épuisé depuis un certain nombre d'années. Et les crises qui ont provoqué cette crise politique, ou bien les crises politiques qui ont provoqué les crises financières, sont l'aboutissement en réalité de la situation sociale que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'explosion donc des listes citoyennes aux élections municipales cette année, qui démontrent bien que la population, du moins le citoyen lambda, ne se sent plus soit représenté par donc les pouvoirs politiques, qu'il n'a plus le sentiment que ce qui se traduisait en fait, plutôt que les programmes des politiques qui traduisaient, on va dire, l'assentiment et le désir en fait de la population à s'inscrire dans un avenir épanouissant, n'a pas été mené. Donc, ils veulent se réapproprier ce pouvoir, et quoi de mieux que le pouvoir local, au travers des collectivités telles que les mairies, puisque les maires sont donc les politiques les plus appréciées de la population. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas des grandes prétentions pour pouvoir changer le monde, mais ils ont la prétention de pouvoir changer au moins leur environnement, notamment à ce qui touche donc les collectivités territoriales, pardon, tout ce qui est, par exemple, suppression ou réduction des services publics, etc. Donc, moi, à mon niveau, sachant que je suis nouvellement élu, je me dis en fait qu'il y a une réflexion à mener là-dessus, c'est-à-dire comment réconcilier en fait le politique et le citoyen. Et je pars en fait d'une notion en fait plutôt juridique constitutionnaliste, notamment sur la notion de nation, qui est en fait un mot qui est un vocable en fait qui est en perpétuelle reconceptualisation. Il y a cette logique volontariste qui veut en fait qu'on puisse s'inscrire dans un objectif collectif commun plutôt que de s'arrêter uniquement sur une composante, je dirais, plus culturelle, c'est-à-dire le fait d'avoir la même langue, d'avoir une même histoire, d'avoir une même religion, etc. Ce qui est d'abord le socle commun qui réunit tous les Français aujourd'hui d'ailleurs, peu importe d'où l'on vient. Mais je pense que dans le monde d'après, il faut s'inscrire dans une logique plus volontariste, plus collectiviste. Et c'est cette vision-là que moi, en fait, j'aimerais pouvoir adapter en fait à la localité. Donc, de s'inspirer de cette logique-là, malgré les sensibilités politiques différentes qui peuvent exister entre les gens de gauche, de droite, du centre, etc. Alors, moi, pour le moment, je suis sans étiquette de toute façon, mais je pense qu'il y a cette nécessité de s'affranchir des clivages quand ils sont une menace, je dirais, pour le développement de la population. Et donc, pour moi, en fait, il y a plusieurs aspects en fait, à travailler, notamment le lien social, bien évidemment. Comment respecter, par exemple, les anciens, comment créer de l'intergénérationnalité, comment sortir de la spirale de l'échec, par exemple. Par rapport à mes engagements politiques antécédents,
avant que je m'investisse dans l'associatif, on partait du constat que les politiques, en fait, ne se levaient pour créer du lien avec la population que lorsqu'il y avait des élections, que lorsqu'il fallait faire campagne. Et donc, tout ça s'inscrit pour moi dans cette logique volontariste du politique au sens de la nation, mais qu'on voudrait, par exemple, appliquer à la localité. Et ce sont des mécanismes à mettre en place, comme par exemple des consultations dans le type de référendums locaux, pas sur le plan juridique, j'entends, puisque c'est interdit, mais des consultations qui donneraient le sentiment à la population de respirer entre deux élections municipales, quand même, qui sont assez longues, puisque c'est des mandats de 6 ans. Et autre aspect que le lien, il y a aussi cette volonté aussi de travailler vraiment à maintenir les services publics locaux. Ça, c'est quelque chose quand même de prépondérant, parce que ça crée aussi du lien, d'avoir un bureau de poste à côté de chez soi, d'avoir des hôpitaux à portée à vol d'oiseau, si je pourrais dire. C'est quand même des choses en fait qui sont censées en fait créer du lien entre l'élu et le citoyen, de travailler sur ces aspects-là. L'autre chose aussi que je pourrais aborder sur la question, c'est aussi la notion notamment de l'éthique. Ça a été abordé tout à l'heure par Jean-Louis, mandature de président après mandature. On se rend compte que ça pose un problème sur la question de l'éthique. Lorsque, par exemple, vous entendez des scandales à propos des masques, qui disait parler effectivement des masques qu'on avait distribués. Moi, en tant qu'élu, j'en ai distribué beaucoup. Et c'est quand même assez intéressant de se poser la question de l'implication donc de l'élu pour des choses qui sont des prérogatives en fait de santé publique. Ça démontre une défaillance. Et si on suit effectivement la polémique au sujet des masques, ça pose la question de l'éthique. Et donc, je trouve que, par exemple, cette crise sanitaire a été mal gérée parce qu'il y a eu une question autour de l'éthique. Donc, si on veut recréer du lien entre l'élu et le citoyen, il y a la question effectivement de l'éthique, de la proximité en dehors du fait des élections municipales, etc. Et donc, s'inscrire dans une notion vraiment en fait de créer du lien, notamment au travers de toutes sortes de moyens, de réunions, etc., qui vont sortir des préoccupations politiques, purement politiques. Donc ça, voilà, c'est ce que je pourrais dire sur la question. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Et en fait, vous me donnez l'occasion de rebondir parce que Monsieur Éric Couture, bonsoir. Éric, vous avez mis en place depuis 10 ans le poste de médiateur dans votre ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc bonsoir à tous. Je vais parler simplement de ma ville. Donc, il y a 10 ans, ça fait le deuxième mandat, où on a mis en place en fait un médiateur de la ville. C'est un élu qui a pris cette responsabilité et l'objectif était d'essayer de redonner du dialogue entre deux habitants qui avaient un différend entre eux, donc je dis bien deux habitants, ou bien un habitant et l'administration communale. Donc, c'est uniquement ces deux types de dossiers. Donc, je ne traitais pas des dossiers de problèmes de consommation, de problèmes de relations avec un artisan ou avec un contrat avec ceci. Je me contentais en fait des relations entre souvent deux voisins, des problèmes de bruit, des problèmes de végétation trop abondante, etc., ou des problèmes d'urbanisme et de permis de construire, etc. Donc, on a mis ça en place il y a 10 ans. Le but était de redonner du dialogue entre deux personnes qui n'en avaient pas. J'ai beaucoup aimé, en fait, quand moi j'ai pris la formation de la notion de JTE dans un conflit, en fait, quand il y a la partie juridique, technique et émotionnelle. Moi, je traitais beaucoup la partie technique et on s'aperçoit très, très vite que la partie émotionnelle est très importante parce que quand un conflit dérive, c'est bien la partie émotionnelle qui prend le dessus et qui, à un moment donné, il faut traiter, sinon on n'arrivera pas à faire un traitement à long terme. Alors, ce que j'ai appris, moi, sur le PMN, ce que ça m'a appris, donc je faisais comme je l'ai dit, en fait, de la médiation comme M. Jourdain, sans savoir vraiment que j'en faisais. Enfin, je faisais de la médiation, mais pas de la médiation professionnelle. Donc, au moins, m'inscrire à l'EPMN m'a permis d'avoir des outils, de mieux comprendre certaines choses. J'avais déjà cette notion, par exemple, qu'il fallait absolument faire des entretiens individuels avant de faire un entretien avec les deux protagonistes. Sinon, ça dérivait totalement. Donc, j'avais un peu cette notion-là. Je l'avais découverte, en fait, en faisant de la médiation. Donc, c'était très intéressant de passer.
Et puis, donc, le PMN, et j'avais besoin d'outils maintenant. Je m'interrogeais sur la formalisation, une fois qu'on est à la fin, en fait, qu'on a trouvé des solutions, comment on formalisait. Donc, j'avais besoin de passer à l'EPMN pour justement formaliser tout ça. Donc, moi, où je peux aider les gens, c'est je peux leur envoyer les présentations que j'avais fait à mon maire à l'époque pour mettre en place, en fait, un médiateur et puis leur parler plus intimement allez, on a 30 ou 40 dossiers de médiation par an. Et voilà, qu'on arrive en fait à peu près les 2 tiers à gérer correctement et à trouver des solutions. Et puis il y a un tiers sur lequel les kalachnikovs étant déjà ressortis, la police et la justice intervenant, même avec la médiation, c'est compliqué de remettre les gens dans le dialogue. Voilà. D'accord. Et à plus long terme, Pardon ? J'ai fait court, j'ai gagné du temps. Voilà. Oui, enfin, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Madame Myriam Rimbaud-Fougère, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet aujourd'hui, maintenant, enfin, de votre projet à venir? Mon projet, eh bien, mon projet, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir accompagner justement ces élus qui sont encore parfois, voire souvent, peut-être maladroits parce que justement, ils n'ont pas les outils. Vraiment, je crois que les outils de la qualité relationnelle, notamment, tels qu'ils nous sont dispensés par le PMN, et puis également comment comprendre comment on est en relation et apprendre aussi qu'on est en relation avec soi-même et avec les autres, aider et accompagner les élus dans ce cadre-là. Je pense que c'est un vrai enjeu de co-construire, si je peux m'exprimer ainsi, l'entente sociale. C'est l'enjeu du 21e siècle. La médiation professionnelle, c'est l'enjeu du 21e siècle, mais c'est au-delà de ça, cette pédagogie qu'on doit être. On doit être les pédagogues, le paedagogus, comme on le disait au niveau en Grèce, pour aider justement eh bien, les élus et les citoyens à cheminer ensemble. Donc, la promotion du droit à la médiation, hein, c'est ce qu'on discutait ensemble, c'est-à-dire d'intégrer cet outil, cette fonction, soit en interne au sein des organisations, soit de faire appel à des personnes en externe. Le champ d'intervention du médiateur professionnel, d'ailleurs, que nous nommons la profession du XXIe siècle, et ça a tout son sens, est défini. Éric Couture vient d'évoquer justement un aspect qui est assez technique qui concerne le JTE, mais nous intervenons essentiellement sur la partie émotionnelle de la situation. Ce qui permet d'ailleurs, s'il n'y a pas de partie émotionnelle, il n'y a pas de conflit. Donc c'est vraiment la partie la plus importante sur laquelle il fallait intervenir et apporter une instrumentation. Et donc le cursus permet aux personnes soit d'acquérir les outils et les intégrer dans leur pratique professionnelle, mais en réalité, avant de parler d'un professionnel, c'est un individu qui doit s'outiller et avoir des compétences pour interagir au niveau relationnel par rapport à son environnement. Donc, les municipalités vont devoir aller un peu plus vite là-dessus et avoir un médiateur qui s'intéresse et qui s'occupe principalement de ces questions-là, qui sont les questions fondamentales, qui seront garantes du bon fonctionnement de la municipalité. Et aujourd'hui, on doit réfléchir aussi à pouvoir outiller un conseil municipal. Il faut partir sur un nouveau modèle qui permette au conseil municipal de pouvoir travailler en mode projet. L'opposition existe, c'est normal. Elle est là pour apporter aussi des interrogations. Elle est là pour faire en sorte que la mission de la municipalité aille dans la meilleure direction, mais tout ça dans l'intérêt du citoyen. Donc, il n'est pas imaginable aujourd'hui de continuer à pouvoir gérer nos municipalités de cette façon avec des intérêts divergents qui ne vont pas dans l'intérêt du citoyen. Et donc, tout cela s'apprend. La médiation professionnelle nous apporte des solutions qui sont inimaginables pour beaucoup de personnes. Basées sur la rationalité. Voilà. Avec et en fait, spécifique à l'ingénierie relationnelle. Dans les personnes que j'ai... la psychologie, ce ne sont pas non plus des outils juridiques, ce sont des outils qui sont complètement basés sur la rationalité. Il sera toujours utile d'orienter tous nos citoyens et tous les acteurs vers de l'entente sociale. Et l'entente sociale, ça s'apprend, ça s'organise, ça se structure. Savoir animer des débats, ça s'apprend. Et donc aujourd'hui, il est utile, urgent
de pouvoir apprendre. Et nous devons tous être dans une position d'apprentissage en permanence. Monsieur Jean-Louis Lascou, je vais vous donner peut-être la parole pour ces minutes qui nous restent encore à passer ensemble. Il y a un deuxième tour qui arrive. Évidemment qu'il y a des personnes qui souhaitent être élues, qui souhaitent faire passer leur message. Alors tout à l'heure, il y a eu une discussion avec Jésus Rubio, qui est également médiateur professionnel, qui m'a rappelé que le militantisme et l'ingénierie relationnelle, ce n'était pas la même chose. C'était bien sûr qu'on peut être militant politique et avoir différentes idées pour pouvoir gérer une commune et avoir différents projets pour vivre ensemble. N'empêche que l'altérité, je dirais, elle n'a pas de courant politique. L'altérité, c'est tourner vers les autres. C'est une posture politique. Parce que c'est quelque chose qui est tourné vers l'autre, dans le sens de la vie en société. En revanche, ce n'est pas une posture partisane. C'est-à-dire que je ne vais pas, comme ça, avec l'altérité, je suis tourné obligatoirement vers tout le monde. Alors, on va se dire, mais c'est très difficile d'être tourné vers tout le monde, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas privilégier les uns aux dépens des autres. Et c'est le but de ce travail de sens sur la vie, sur la manière de conduire la vie en société. Et je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une préoccupation forte, marketing, gestionnaire aujourd'hui, qui pose problème dans la vie en société. C'est-à-dire que quand on voit débarquer des gens qui sont super bien formés, ça je ne le conteste pas, ils sont super bien formés pour gérer un portefeuille, pour gérer une entreprise, pour gérer une organisation qui a pour but de faire du bénéfice, du profit. Or, une municipalité n'a pas pour but de faire du profit. Une municipalité n'a pas pour but d'être un business. Ce n'est pas une start-up, une municipalité. Il faut arrêter avec cette représentation marketing des choses. Quand je vois qu'il y a des municipalités qui se transforment en start-up, ben, oui, c'est vrai que, par exemple, je vais citer au hasard, un Volvic, pour ne pas prendre Evian. Eh bien, c'est vrai que tu fais du marketing, tu as envie de tourner vers l'international et puis faire du business parce que tu détiens une marque et tu as réussi à faire quelque chose. Mais en réalité, la manière de gérer la start-up, ce n'est pas la municipalité qu'on gère, c'est la marque. Il faut bien dissocier les choses. On ne fait pas du business avec les citoyens. On ne peut pas gérer une municipalité, un pays, comme une entreprise. On ne licenciera jamais un citoyen. Et le système qui est actuellement de la formation de gens qui viennent au mandat politique, c'est qu'ils sont formés comme de bons marketeurs. Je voudrais attirer juste votre attention sur un bouquin qui est le Nudge. Mais vous n'avez peut-être pas entendu parler du Nudge. Eh bien, figurez-vous que le nudge, c'est l'outil qui a été récompensé comme l'économie, le système économique le plus opérationnel actuellement. Il a été récompensé par un prix Nobel en 2017. Et on apprend aux politiques, on apprend aux politiciens qu'il faut mentir aux citoyens pour leur bien, qu'il faut les tromper pour prendre les bonnes décisions. Mais c'est pour le bien de ces gens qui ne savent pas. Ils appellent ça, avec une expression complètement paradoxale, le paternalisme libertaire. Le nudge, ça veut dire le coup de pouce. En anglais, c'est le coup de coude, exactement. Le coup de coude qu'on donne à quelqu'un pour l'amener à avancer un peu. Eh bien, c'est le coup de pouce, c'est la même idée. Eh bien, ce coup de pouce, c'est quelque chose qui est en fait une manipulation complète des personnes. Et il y a une entreprise qui aujourd'hui utilise le nudge, mais de manière officielle, parce que ça s'est répandu, et c'est la SNCF. Et figurez-vous qu'il y a un exemple qui est magnifique sur le site même de la SNCF qui dit, eh bien, on ment aux usagers pour leur bien. On les manipule, et c'est écrit comme ça, c'est de la manipulation, et ils le disent et ils le font. C'est-à-dire qu'en fait,
Vous savez, il y a des passages où en fait il faut pas aller parce que ça risquerait de faire de l'encombrement. Donc il y aurait trop de personnes qui passeraient dans un sens et dans l'autre. Alors avant, ils avaient mis un sens interdit. Mais le sens interdit, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens qui savent que c'est un sens interdit, mais qu'en fait, on peut passer par là et que le chemin est le plus court et que c'est le meilleur. Parce qu'il faut arrêter. Parfois, le chemin le plus court, c'est quand même le meilleur. Donc, mais pour la SNCF, ce n'est pas le meilleur. Donc, ils se sont dit, on va faire un plan. On va mentir aux citoyens. Ils se sont réunis pour ça. Ils ont fait un groupe nudge. Et ils ont dit, le mieux, ce n'est pas un panneau sens interdit. Le mieux, c'est le panneau impasse. Et donc, ils disent, le mieux, c'est de mentir aux gens de façon à les amener à prendre la bonne décision. Alors, la bonne décision, c'est que, évidemment, tu ne vas pas passer par une impasse. Non, mais il ne faut quand même pas… Alors, ils gagnent comme ça 42% sur les gens qui ne prennent pas l'impasse. Parce que quand même, il y a des gens qui savent que ce n'est pas une impasse. Donc, 42% de gens qui fréquentent moins l'impasse en question. Mais c'est quoi? En fait, derrière, il y a le mensonge. Le mensonge légitimé par une théorie qui s'est largement répandue sur toute la planète et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est normal. C'est normal de mentir aux citoyens, de les bluffer, parce que ça va les amener à prendre les bonnes décisions. Et on va les amener comme ça à se conformer au comportement qu'on attend d'eux. Alors moi, ça, c'est quelque chose que j'attire vraiment votre attention quand vous êtes des élus. Eh bien, on n'attend pas, mais vous savez bien, quand vous êtes des élus, mais vous êtes des citoyens aussi avant tout, et vous avez été citoyen avant d'être élu, et vous n'avez jamais aimé quand vous baratine. Alors, s'il vous plaît, ne nous mentez pas. Même si ça fait mal aux doigts, dites-nous que ça va faire mal aux doigts, mais ne nous mentez pas. Et surtout, si ça fait mal aux doigts, c'est parce que peut-être que vous n'avez pas la compétence suffisante pour que ça ne nous fasse pas mal aux doigts. C'est vrai que, comme tu le disais, Myriam, tout à l'heure, c'est que l'élu local, il est plus proche. C'est quelqu'un qui va s'occuper de la qualité des relations et qui va nous apporter quelque chose sur le sens de la vie. Moi, vraiment, vraiment, n'oubliez pas ça. Parce que ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie de le répéter maintenant encore, on n'a qu'un seul mandat d'existence. On ne vit qu'une seule fois, bon sang, une seule fois. Et vraiment, les élus devraient se mobiliser beaucoup plus. Quand je vois l'Association des maires de France, plus une vraie mobilisation d'élus qui disent comment on fait pour occuper ce mandat de vie, un seul shoot. Et on se paye vachement d'erreurs là-dedans, mais on n'a qu'un seul shoot. Donc, qu'il soit bien, qu'il soit bon. Et moi, c'est le sens, en fait, de ma vie, là, quand je fais ça. Ça donne du sens à mon existence. Je n'ai pas besoin d'être élu pour pouvoir faire ça, pour pouvoir développer le sens de l'entente sociale. Et je me dis, ben, ça, c'est du militantisme. Et quand il reste encore de cette veine militante, eh bien, je me dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la vie en société, parce qu'après, ben, il va y avoir des élus, des gens qui vont vouloir porter la bonne parole dans une municipalité. Mais n'oubliez pas que c'est ça le vrai sens de l'existence, le vrai sens du politique. Le sens du politique, c'est celui qui va donner du sens à la vie en société et du plaisir de la vie, de passer cette vie ensemble. Et j'aimais bien Bakounine parce qu'il disait quelque chose qui semblait être important. Ce n'est pas l'autorité de fonction qu'on doit reconnaître, c'est l'autorité de compétence. Dans la compétence ici, c'est la compétence de l'animateur de la citoyenneté, de l'animateur de la vie sociale, eh bien, c'est la qualité relationnelle. Et c'est quelque chose qui se travaille en permanence et qui se revisite, qui se réfléchit au travers de l'éthique. Une thématique très importante dans la vie sociale parce que c'est ce qui donne le sens de la vie en société. Je te remercie, Jean-Louis. La qualité relationnelle, donc ça s'apprend, ça se met en place. Maintenant, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je tiens à vous remercier particulièrement tous pour votre présence. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions. N'hésitez pas et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Entre-temps, l'urgence, c'est de s'entendre.